À voix nue. Aujourd'hui, Eric et Schiman s'entretient avec Marcel Gottlieb. Deuxième épisode, naissance de la parodie. Marcel Gottlieb, avec Guéluron, Les Dingos Dossiers, La Rubrique à Braque, Hamster Jovial et tant d'autres, vous avez fait rire des générations de lecteurs. Vous leur avez même appris à rire d'eux-mêmes, vous leur avez appris l'humour au second degré. Vous avez été le dessinateur vedette de Pilote, vous avez créé l'Écho des Savanes, Flux Glacial, vous avez reçu le Grand Prix du Festival d'Angoulême en 1991. Aujourd'hui, on va parler, dans ce deuxième épisode, de cette période qui vous conduit de la sortie de l'école. À cette époque, on est juste après-guerre. Quand on sort de l'école, on va pas au lycée, on a 16 ans et on va travailler. Et 10 ans plus tard, on vous retrouve dessinateur à Vaillant dans un magazine d'illustrés pour enfants. Donc en 10 ans, il se passe quelque chose, vous apprenez le dessin et vous devenez dessinateur. Alors comment ça s'est passé ? L'envie de dessiner, elle était là depuis le début, depuis l'enfance ? Non, ce que j'aime... L'envie de dessiner n'était pas obligatoirement là. Elle était dans le fait de lire beaucoup de bandes dessinées apparues après la guerre, principalement des bandes américaines, généralement en albums reliés. Donc il y avait Robinson, le journal de Mickey, toutes ces choses-là que je découvrais. Que vous alliez vous acheter avec votre argent de poche ? Non, j'avais pas assez de ronds. C'était des copains qui me les prêtaient. Bon, là-dedans, j'ai connu Illico, très, très moderne style. C'est ça, hein. Et puis qui décrivait déjà une famille. C'était plus la BD qui décrit des temps héroïques, le Moyen-Âge ou des héros surhumains, mais qui décrit des choses auxquelles on peut s'identifier. Voilà. Y compris Illico qui se battait toujours avec sa femme à coups d'assiettes cassées. Ça rappelle à tout le monde des souvenirs personnels ou familiaux. Exactement. Et puis, donc, c'est là-dedans que j'ai pris goût à la bande dessinée, sans pour autant vouloir en faire. Mais tout de même, il y a cette espèce de scène originelle, comme on dirait en psychanalyse, du temps où votre père est encore là, avant qu'il soit arrêté par les Allemands. Vous dessinez le week-end, je crois, le dimanche, dans le salon, sur la tapisserie du mur. Et votre père ne vous gronde pas, contrairement à vos inquiétudes. Alors, qu'est-ce que vous dessiniez ? Ah, mais je faisais des gribouillis. J'étais très, très jeune, presque en première enfance. Et ma mère trouvait que c'était dégoûtant, tout ça. Et mon père disait, comme il était peintre en bâtiment, il disait laisse-le, je lessiverai plus tard. Et il lessivait. Et il lessivait, j'imagine. Et le dimanche d'après, le mur était à nouveau propre pour... C'est ça. Alors, ce que je dis là, c'est peut-être pas tout à fait vrai. Peut-être que je romance un peu. Mais c'est pas loin de la vérité quand même. Alors, vous lisez des bandes dessinées. Voilà, après. Donc, retour après-guerre. Pendant la guerre, je lisais Gavroche, qui était un journal sous Pétain, d'ailleurs, pétainiste, et où il y avait également Eric, le fameux Eric. Dont on a parlé la dernière fois. Mais après-guerre, on bascule dans un nouveau monde quand même, parce que c'est un nouveau genre de BD qui arrive. C'est la BD américaine. Voilà. Après, ça a été la BD américaine, ça a été Mandrake, ça a été Tarzan, dessiné par machin, comment il s'appelle, Hogarth, qui était mon dieu, etc.
Et, ah ben, je fais du bruit, mince, pardon. Et c'est ma bague. Comment il s'appelait, là, le chevalier, Prince Vaillant. Tout, il y en avait Alors, plein. il y a tout ça. Et puis, il y a aussi dans Paris un air de vie, de joie qui vient, parce que vous pensez pas tout de suite à la bande dessinée. Il y a Pas d'autres du tout. plaisirs qui se présentent. Vous aimez rire, visiblement, Ouais. avec votre ami Jacques Diamant, dont vous Oui. pouvez peut-être nous dire un mot, puisque... On a fait la 3e ensemble. On a passé le brevet ensemble, on l'a eu ensemble. Et puis après, on a continué à se voir jusque maintenant. C'est ça, puisque avec lui, vous allez fonder bien plus tard Ouais, le Fluide Glacial. Fluide Glacial, ouais. Mais on a continué à se voir entre le brevet et Fluide. On a continué à se fréquenter. Lui, il a eu la chance que sa mère se soit remariée. Donc il a un frère, un demi-frère. Et pour moi, je considère que c'est une chance pour lui. Enfin, ça, c'est un détail en passant, etc. Mais, Alors, à 17 ans, vous faites quoi? Vous quittez le collège oui. et vous là, vous mettez à travailler. Racontez-nous ça. Alors, j'ai commencé à travailler à l'OCP, Office commercial pharmaceutique, qui existe toujours. Hein. Bien sûr. On voit tous les camions qui livrent les médicaments. Et après, comme j'étais pupille de la Nation, et en tant que pupille, j'avais droit à des places privilégiées. Donc j'ai été au bureau de pupille, je leur ai expliqué mon cas, je leur ai dit qu'il fallait que je travaille, parce que j'avais une famille, j'avais ma mère, etc. Et ils ont regardé, et tout ce qu'ils ont trouvé à me proposer, c'était une place dans les bureaux de l'OCP. Voilà. Alors j'ai pris ce qu'il y avait, et puis pendant 1 ou 2 ans, j'ai travaillé là. Mais en même temps, je prenais des cours du soir aux arts appliqués sous l'égide de Pichlar. Voilà. Voilà, qui deviendra lui-même plus tard dessinateur de bande dessinée Oui, dans Pilote. mais il dessinait déjà, hein. Mais sauf qu'il dessinait des choses un peu légères, olé olé, dans V Magazine. Et c'était un type épatant parce que on allait le voir le soir, en cours du soir, et on n'était pas beaucoup, on était une douzaine, et on n'était pas assis en rang. Il était lui assis, et on était debout autour de lui, et il nous corrigeait nos travaux. Alors faites-moi une affiche pour un apéritif, ou faites-moi un dessous de bière. Et c'était épatant. Et un jour, moi je faisais ça sur des cahiers de dessin. Alors un jour, je lui ai montré ce que j'avais, et lui, il s'est mis à feuilleter. Et j'avais fait des illustrations pour Notre-Dame de Paris, que je dois avoir quelque part. Et j'avais envie de dire, mais non, pas ça, pas ça. Et il m'a fait des compliments. C'est le premier pro qui a porté un intérêt à mes dessins. Alors ça m'a fait plaisir. Et alors finalement, la première marche, elle se fait assez vite parce qu'à 20 ans, vous entrez à Edimonde, qui est l'éditeur du journal de Mickey, et de toutes les BD venant de Walt Disney, de l'univers américain. Oui. Et vous êtes lettreur. J'étais lettreur. Alors c'est quoi ce métier? Eh bien, ça consistait à prendre les pages en américain, en anglais, quoi, et à nous fournir la traduction. Et il y avait toute une cuisine qui consistait à réécrire pour que ça tienne dans le ballon en français et à coller sur le texte américain. Voilà, avec des beaux caractères qui soient des vrais caractères de BD. C'est ça.
Et d'ailleurs, vous êtes resté un des lettreurs, un des meilleurs, peut-être le plus grand lettreur de la bande dessinée. C'est possible, oui. Ça fait quand même partie de votre marque de fabrique, dans la rubrique à braque. Ouais. Enfin, mais au début, c'était dur. Je tremblais un peu, j'avais le trac et tout. Finalement, ça a marché. Et puis voilà, quoi. Lettreur, mais aussi, vous allez commencer à faire des illustrations pour des livres et puis pour des journaux. Vous rencontrez votre femme, Claudie Liégeois. Oui, qui travaille également dans le même atelier. Qui fait quoi? Alors elle travaillait dans Confidence, parce qu'il n'y avait pas que vous avez dit Edimonde. Il y avait Opéra Mundi et Edimonde. Et toute mon enfance, je me demandais qu'est-ce que ça voulait dire copyright Opéra Mundi. Et vous avez compris à ce moment-là. Oui. Et je ne savais même pas ce que voulait dire copyright d'ailleurs. Et donc, c'est là que j'ai commencé à apprendre des tas de petites cuisines de studio. Puis petit à petit, c'est venu. Et un jour, j'en ai eu marre. Le patron, c'était Vinclair, Paul Vinclair. On a déménagé, ils sont allés place Vendôme, etc. Et un jour, je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas passer ma vie à faire des petites lettres au-dessus des personnages dans des ballons. Donc, je me suis dit, faut que je trouve autre chose. Donc, je me suis constitué un dossier. Il me restait 1 mois à prendre de vacances et j'ai fait la tournée de tous les éditeurs de Paris. Et il y en a 1 ou 2 qui m'ont commandé vaguement des trucs, dont un qui m'a commandé un album de BD qui est ni fait ni à faire, il doit être au grenier. C'est le général Dourakine, d'après la comtesse de Ségur, bien sûr. Et donc, voilà, c'est là que j'ai commencé à faire du dessin mauvais. Et puis, petit à petit, j'ai quitté Vinclair. Et je suis resté, on habitait à Asnières à ce moment-là. Avec Claudie, votre femme. Oui, on était déjà mariés. Et donc, un jour, il y a un copain qui n'est autre que Pierre Tabary, le frère. Frère de Jean Tabary, le dessinateur d'Is No Good. Voilà, qui est venu me trouver, on était en bon terme. Il est venu me voir, il m'a dit... Tu devrais essayer à Vaillant, qui s'appelait pas encore Pif. Tu devrais aller trouver Vaillant parce que je crois qu'il cherche des pages comiques. Alors, j'ai noté l'adresse. C'était vers la fin vers juin, mai-juin. J'ai pris rendez-vous, j'ai trouvé un gars de Vaillant qui s'appelait, le gars avec des grosses moustaches, là. Il s'appelait, enfin bref, un rédacteur, et je lui ai dit, voilà, je vous présente mon dossier. Alors le gars, la phrase rituelle, vous avez qu'à laisser ça là, on vous écrira, on vous téléphonera. Et sur ce, on s'est mariés, et on est parti en ce qu'on appellerait voyage de noces, en fait. Et on est resté 1 mois. Et en revenant, à l'époque, j'habitais encore rue d'Hauteville. Et je me suis souvenu que j'avais un dossier en souffrance. Là-bas, je m'en rappelais même plus. Alors j'ai téléphoné, et le gars, Sanitas, il s'appelait. Je l'appelais un Sanitas. Et... il m'a dit, mais où c'est que vous étiez passé? Ça fait 3 semaines qu'on vous cavale après. Et c'est là qu'il m'a commandé ma première page de BD, qui était Nanar et Jujube. Voilà. Qui va devenir après, avec progressivement, puisque c'est dans Nanar et Jujube que va apparaître
le personnage de Guéluron. Voilà, exactement. Et qui après va remplacer Nanar et Jujube. Oui, il va les virer. Alors à l'époque, Vaillant, c'est un journal communiste. Ouais. Enfin, ça appartient à la presse communiste en Oui, tout cas. absolument. Ça comptait, ça, la politique à l'époque? Ah, pour moi, non, absolument. Moi, ce qui comptait, c'était de gagner ma vie. Ça a compté après? Jamais, vraiment. Non. J'ai jamais été vraiment... Et on est en 1962. Oui, Vous dessinez à partir de cette date-là, vous dessinez toutes les semaines. Hein. tout le temps. Au début, c'était 1 page par semaine. Après, ils m'ont mis à 2 pages. Et puis ça n'a jamais baissé. Alors en 65, faut dire que depuis 62, il y avait un journal qui était le phare, qui illuminait toute la BD, c'était Pilote. Donc je me disais, il faut absolument que j'essaye de m'infiltrer dans Pilote, surtout que j'avais vaguement fait la connaissance de Goscinny, qui était encore à Record, avec Tabary. Et puis un beau jour, j'ai préparé une histoire qui, dans mon esprit, était destinée à Pilote. Parce qu'à l'époque, Pilote avait des histoires à suite, mais toujours une histoire en 6 pages. Alors je me suis dit, je vais me caser là-dedans, je vais mettre une histoire en 6 pages, et je vais la présenter, ce sera une référence comme ça. Je pense qu'ils la prendront jamais, mais on ne sait jamais. Et puis, j'ai pris rendez-vous après avoir raccroché plusieurs fois. Oui, c'est ça, vous appeliez. J'appelais, et puis j'entendais « Allô ?» et clac, par trac. Et finalement, j'ai quand même réussi à prendre un rendez-vous, et c'était... Enfin oui, c'était un rendez-vous, rien de plus. Et j'y suis allé, ils étaient rue du Louvre à l'époque, et j'étais reçu par Charlier. Et Charlier a lu mon histoire sans aucune expression de visage, ni de tristesse, ni de chagrin, ni de rire. Et à ce moment-là, la porte s'est ouverte et Goscinny est entré. Et Charlier a dit « Tiens, René, lis ça ». Et j'ai dû lui raconter ça 10 000 fois. Et Goscinny l'a lu. Il se trouve qu'il connaissait mon travail parce que j'avais fait 2-3 trucs dans Record. Et il m'a dit, bon, bah écoutez, ils étaient en train de réaliser un spécial bande dessinée, ce qui était rarissime dans leur programmation. Donc, j'ai... Et qu'est-ce qu'elle racontait, ces 6 pages? C'est ça qu'il faut dire aussi. Ça s'appelle Le Gag. Ouais. Et c'est l'histoire d'un dessinateur de bande dessinée. Qui vous ressemble un peu, peut-être, oui, non? Un peu. J'imagine avec... ouais, c'était déjà votre caricature, avec les sourcils, la si on mâchoire regarde carrée. le truc, ça se trouve dans l'un des derniers albums. Je me souviens plus comment il s'appelle. Enfin bref, mais Alors ça raconte l'histoire d'un dessinateur à qui on commande une histoire hilarante et qui devait faire 6 pages et qui, enfin bref, c'était exactement ce que je devais faire. Donc le dessinateur en question rentrait chez lui, il passait 2 ou 3 pages à réfléchir, à trouver des gags désopilants, etc. Après, il livrait en rampant. Et puis, le rédacteur en chef lui disait « Bon, bah, vous nous en faites une autre la semaine prochaine. » Et je m'évanouissais ou je sais plus quoi. Et puis... Et voilà. Donc quoi. C'est une bande dessinée déjà en abîme, Ouais. qui racontait à l'avance Ouais. toutes les démarches que vous alliez faire, y compris le fait que ça allait marcher. Donc c'est-à-dire vous rentrez à Pilote immédiatement en, Ouais. en vous parodiant vous-même, Marcel Ouais. Gottlieb. Vous installez tout de suite ce qui sera votre style, c'est-à-dire que vous allez vous raconter et faire rire les lecteurs avec ça. Ce qui est bizarre, c'est qu'à aucun moment
je me suis posé comment dire, ce raisonnement-là. Oui, Je me suis jamais dit, ah, tiens, je vais faire ma propre histoire, etc. c'est venu comme ça. Oui. Et finalement, ils l'ont prise parce qu'elle cadrait exactement avec le numéro qu'ils préparaient. Et quand je suis parti et qu'ils ont gardé mon histoire, mes 6 pages, Goscinny m'a dit, ben, on attend la suite. Voilà, alors là... Et vous êtes tombé dans les pommes. Non, mais j'étais à ça du sol en partant rue du Louvre. Dites à nos auditeurs que vous montrez plusieurs dizaines de centimètres. Voilà. Alors, après, tout va très vite parce que René Goscinny vous propose... Oui, 6 mois après, en gros. Entre-temps, j'ai fait d'autres trucs qui sont parus tous dans les inédits. Et c'est là que Goscinny m'a proposé Les Dingos d'Ossier. Dont il était, lui, c'est ça qu'il faut bien préciser, le scénariste. Alors qu'il était déjà scénariste d'Astérix, Disney Good, de Lucky Luke, et puis le rédacteur, évidemment, du Petit Nicolas. D'autres scénarios. À l'époque, il n'était que scénariste. Et il était aussi directeur du journal. Il n'était même pas directeur encore, il était rédacteur en chef, co-rédacteur en chef avec Charlier. Avec Charlier, oui. Mais il avait quand même une stature. Donc, qui devienne votre scénariste, c'était pas rien. Ah non. C'était pas rien. D'ailleurs, j'avais un trac fou encore. Et donc, il m'a... Un jour... Non, en fait, je crois qu'il y avait longtemps qu'il cherchait un type, un dessinateur qui connaisse Mad Magazine. Oui. Alors, parlez-nous de Mad un peu. Alors, Mad, c'est... Mad, hein, qu'on entend bien. M-A-D. Ça veut dire fou. Et Mad, quand je suis revenu de l'armée et que j'ai réintégré Edimonde, j'ai vu que tous les gens avaient sur leur bureau et qu'ils travaillaient avec une espèce de magazine bizarre avec des dessins fabuleux. Et j'ai demandé à gauche, à droite, et on m'a dit c'est ça, Mad. Et donc c'était un magazine américain. Oui. Qui est apparu après-guerre, c'est ça? Oui, il est apparu dans les années 58-59. Donc, alors, coaché, pour employer des mots à la mode, par Harvey Kurtzman, qui est un génie méconnu en France. Et donc, voilà, j'ai regardé ça, j'ai dit, j'ai jamais vu des dessins pareils. C'est ce que moi j'ai appelé après coup, sans aucune prétention, la bande dessinée humoristico-comique. Parce que les personnages étaient vraiment dessinés comme il fallait. Ils n'avaient pas des gros nez. Réalistico-comique ou humoristico-comique? C'est ce que j'appelais la bande dessinée réalistico, trait d'union, comique. Parce que les personnages étaient quasiment réalistes sur le plan du dessin, mais en même temps, les histoires et les gags étaient vraiment comiques, à hurler de rire. Alors, ils étaient principalement 3. Il y avait Bill Elder, Wallace Wood, et Jack Davis. C'est les 3 de l'équipe de Mad. Et ce genre réalistico-comique, c'est vous qui allez en être l'importateur ou l'innovateur, le créateur en France? J'aurais bien aimé, mais je crois que j'étais pas assez fort en dessin. Non, pour moi, le grand dessinateur réalistico-comique, c'était Alexis. Oui. Oui, qui entrera à Pilote en 69, je crois, et qui sera un très très proche et qui est mort en 77, la même année que Goscinny. Et donc, voilà, quoi. Bon,
si on finit sur cette période-là, Marcel Gottlieb, donc ça y est, vous êtes maintenant un dessinateur installé. En quelques années, c'est allé très vite. Vous dessinez dans Vaillant qui est devenu Pif, dans Pilote, vous faites 2 pages pour l'un, 2 pages pour l'autre. Parfois, vous faites 20 planches par mois. C'est une période d'intense création, à la fois de grand bonheur, et en même temps, vous avez raconté plusieurs fois que c'était aussi une période de grand stress, de migraine, de souffrance. Oui, je souffrais beaucoup de la migraine à l'époque. Mais d'un autre côté, c'était une période très faste pour moi. Vous avez déclaré la rubrique à braque, qui apparaît à partir de 1967, je crois. Ouais. Là, vous volez de vos propres ailes, et on va terminer ce deuxième entretien là-dessus. La rubrique à braque, c'est l'époque où je me suis démoli. Je travaillais 10 heures d'affilée dans une pièce pas très aérée. Je fumais 2 paquets par jour. Ouais. J'étais dépressif, migraineux et insomniaque. Oui. C'était ici, Marcel Gottlieb ? C'était dans cette maison déjà ici ? C'était toujours au Vésinet, mais pas ici. C'était boulevard de Belgique, enfin c'était dans la même commune. Et c'est là que je fumais énormément. Et que je le paye maintenant. Marcel Gottlieb, merci. C'était À Voix Nue. Eric Eschimann s'entretenait avec Marcel Gottlieb. Prise de son Maïtran. Attaché d'émission Claire Poinsignon. Une série d'émissions réalisées par Anne-Pascale Desvignes. Demain, 3e épisode, Fils spirituel. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Culture.